Bonjour Nicole Triss. Bonjour Julia. Pour commencer cette interview, je voudrais que vous nous disiez quelques mots sur vous, en dehors de la politique. Qui est Nicole Triss? Nicole Triss est une femme qui a cette année 59 ans, mariée, 2 grands-enfants, qui fait de la politique et qui est députée depuis 5 ans et qui est originaire, j'allais dire du terroir, née à Sarreguemines, grandie à Sarreguemines. J'ai choisi de faire ma vie ici, d'élever mes enfants ici, donc je connais parfaitement ce territoire. Alors vous l'avez dit, vous êtes la députée sortante. Dites-nous pourquoi briguez-vous un nouveau mandat et pourquoi sous l'étiquette Ensemble? Alors, pourquoi je brigue un nouveau mandat? Parce que je pense que le travail n'est pas fini. Ça fait 5 ans que j'ai travaillé, j'ai relevé des défis pour notre circonscription. Je pense qu'il y a encore de quoi faire et avec l'expérience et les idées que j'ai, en phase avec la majorité présidentielle, effectivement, je pose ma candidature pour un second mandat. Ensemble, avec tous les progressistes démocrates et européens qui font cette majorité présidentielle. Est-ce que vous seriez prête à voter pour une loi qui n'émanerait pas de votre parti? Je serai prête à voter pour une loi dans l'intérêt général, d'où qu'elle vienne. Alors on va parler un petit peu des mesures que vous voudriez défendre, en premier lieu concernant le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat est vraiment le sujet en ce moment prioritaire. Effectivement, depuis l'invasion de la Russie en Ukraine, avec le problème des énergies qui ont effectivement fortement augmenté, le gouvernement a déjà fait beaucoup pour le pouvoir d'achat. Avant la guerre en Ukraine, on avait fait beaucoup puisqu'on avait supprimé la taxe d'habitation, on a baissé les impôts pour les sociétés, baissé les impôts pour les ménages. Depuis cette explosion du coût de l'énergie, on a mis en place un bouclier tarifaire pour éviter, pour juguler un tant soit peu l'inflation qui en découle. Et je pense réellement qu'il faut absolument qu'on vote très vite une loi qui protège davantage encore tous les Françaises et tous les Français. Et cette loi-là, on va en discuter dès le mois de juillet, dès après les législatives. Très concrètement, pour tout ce qui est de la retraite, pour vous, une pension de retraite complète, ça doit être à quel âge et avec combien d'années de cotisation? Alors je pose la question différemment. J'entends parler de 40 annuités pour la retraite. Comment faites-vous lorsque vous avez un enfant qui a fait des études jusqu'à l'âge de 25 ans, qui peut être à la retraite à 60 ans pour faire ces 40 annuités? Comment faites-vous lorsque vous avez des périodes de chômage tout au long de votre carrière pour arriver à avoir ces cotisations et ces annuités? Comment faites-vous lorsque vous êtes une femme seule avec des enfants qui doit s'arrêter pour élever les enfants, pour arriver à toucher une retraite à 60 ans? Et quel type de retraite ce sera alors? Je pense que c'est ça la vraie question. On ne peut pas dire on veut tant d'annuités et dès l'âge de 60 ans, il faut mettre les choses sur la table et savoir ce qu'on veut comme type de retraite. Et surtout donner une retraite digne aux personnes qui ont l'âge de la retraite. Et je terminerai quand même par vous poser une autre question. Est-ce que vous croyez que quelqu'un qui a 59, 60 ans, qu'on lui dit « bon maintenant tu vas à la retraite », aura envie d'être à la retraite? Je pense qu'il faut être aussi un peu plus flexible avec les gens, les laisser travailler s'ils veulent travailler, ne pas aller jusqu'au bout de 60 ou 65 ans lorsqu'il y a effectivement une invalidité, une pénibilité de métier ou une carrière longue, là effectivement, mais de manière générale, parler d'un dogme en disant retraite, 60 ans, 40 annuités, ça ne veut rien dire. On n'est pas tous égaux par rapport à ça et il faut tenir compte de toutes ces populations dont je vous parlais à l'instant. Alors on va changer complètement de thème. Selon vous, quelles sont les principales mesures à prendre concernant l'écologie et l'environnement? Alors la première, c'est de toute manière faire attention à notre environnement, clairement. Ça passe, et c'est pour ça aussi qu'on parlait d'un thème qui est interministériel. Ça passe par l'éducation, ça passe par les rénovations de bâtiments, ça passe pour éviter les passoires énergétiques, ça passe par la façon de vivre qui fait qu'effectivement on peut faire attention, ne pas être trop dispendieux avec l'énergie et pouvoir également tenir compte d'un environnement qui soit un environnement durable pour préserver cet environnement et pour préserver effectivement une planète qui puisse être plus simple pour nos enfants.
De manière générale, vous personnellement, quel est votre principal cheval de bataille, la cause que vous voulez le plus défendre? Oh, j'en ai plusieurs, je vais vous en énoncer 2 ou 3, indépendamment du pouvoir d'achat, parce que là, je pense vraiment qu'il y a urgence et qu'il faut effectivement continuer à travailler là-dessus et à protéger encore plus les Français. Je parlerai du grand âge, parce que ça nous concerne tous, parce que avec ce qu'on entend dans l'actualité concernant les EHPAD, et Dieu merci, ils ne sont pas tous pareils, mais on voit bien qu'il y a un problème. Il y a un problème de recrutement pour les professionnels, il y a un problème aussi pour les résidents. Je pense qu'il faut réfléchir différemment pour nos aînés, pouvoir les maintenir dans leur lieu de vie, parce que c'est ce qu'ils veulent en réalité, et faire qu'autour il y ait comme un cordon sanitaire, un cordon humain, je dirais, que ce soit des infirmiers, des aides à domicile, etc. Donc déjà, il y a effectivement le grand âge, le penser différemment et avec une considération différente pour nos aînés. Le deuxième point, ce serait le handicap. Il y a beaucoup à faire encore pour le handicap. J'entends régulièrement des parents qui m'en parlent et je me dis, on n'a pas fait assez, il faut vraiment accélérer, trouver des structures, aider les parents, aider les aidants. Et puis la fin de vie, je vous en ai déjà parlé, le fait de pouvoir avoir le choix, mourir dans la dignité, avoir le choix de sa fin de vie, lorsqu'effectivement on voit des personnes, même jeunes, qui vont en Belgique ou en Suisse pour mourir dignement, pour ne pas avoir d'acharnement thérapeutique. Je crois qu'il faut les écouter parce qu'ils sont en grande souffrance et j'aimerais effectivement les aider dans ce sens-là, donner le choix à nos concitoyens. Voilà, ce sont 3 grands thèmes. J'en rajouterai un 4e si vous me permettez, c'est peut-être de proposer un réel choix de formation à nos jeunes, ici, de formation professionnelle, parce qu'il y a moyen de faire, même si on est dans un territoire somme toute rural, mais pour éviter que les jeunes ne partent dans les grandes villes ou dans d'autres départements et ne reviennent plus, il me semble important qu'au niveau de l'éducation et au niveau de la formation professionnelle, on ait un choix qui soit tout à fait adapté et à l'envie des jeunes pour qu'ils puissent être heureux dans leur métier et qui soit adapté aux entreprises locales qui, eux, cherchent à recruter. Et peut-être plus spécifiquement au niveau local, s'il y avait une grande cause à défendre concernant directement la 5e circonscription de la Moselle, ça serait laquelle pour vous? La mobilité et le travail. La mobilité, on en parle beaucoup, je pense notamment au Pays de Bitche. Je crois que l'un ne va pas sans l'autre. Lorsque la mobilité, ce problème sera résolu, je pense que le problème du travail sera simplifié aussi et ça pérennisera un bassin d'emploi et donc un bassin de vie. Tout en découle. Concernant les salaires, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, demande aux entreprises qui le peuvent d'augmenter les salaires. Quelle est votre réaction? Je suis d'accord avec lui, absolument. Je pense qu'il y a des salaires qui doivent être revalorisés. L'État ne peut pas obliger les entreprises à augmenter les salaires. On a bien des grilles de salaire, on suscite, mais je crois vraiment qu'il y a des salaires à revaloriser, c'est nécessaire, bien sûr. Pour vous, quel est le principal rôle d'une députée? Défendre les intérêts du territoire et des habitants du territoire, c'est un rôle qui me paraît important. C'est comme ça qu'effectivement, pendant le premier quinquennat, j'ai pu faire entendre la voix du territoire au niveau national. C'est la raison pour laquelle on a pu quand même faire aboutir des dossiers qui existait depuis plusieurs années et qui traînait, il faut bien le dire, la labellisation de l'hôpital de Bitche, donc la pérennité de cet hôpital, la pérennité du tribunal judiciaire avec un effectif renforcé au complet, la construction d'une nouvelle gendarmerie qui était nécessaire parce que celle qui est encore là actuellement est vétuste et qu'il faut donner des conditions de travail et de vie dignes aux gendarmes et à leurs familles. Et puis, je pense que vraiment, et j'ai eu le plein soutien du ministère, de la ministre Pannier-Runacher et de l'Élysée, puisque je me suis entretenue à ce propos avec le président. La session qui a été finalement douce
entre Daimler et Ineos, le fait d'avoir pu préserver les emplois pour Ineos. Je pense que voilà, ça me paraît tellement logique d'aller au charbon, d'aller au combat pour ça, tellement logique de pouvoir défendre son territoire. C'est pour moi l'essentiel, en fait, c'est ça. Bien sûr, en parallèle, vous avez le rôle de législateur, qui est de voter des lois pour améliorer le quotidien des uns et des autres. On a voté beaucoup de lois qui ont pu faire rebondir l'économie. Et ensuite, le pendant de ça, de voter les lois, c'est effectivement de pouvoir vérifier sur le terrain si c'est bien concrétisé, si ça se met en application ou si au contraire il y a des dysfonctionnements. Donc vraiment, le député, c'est vraiment un maillon important entre le territoire, les habitants et Paris. Et lorsqu'il y a des atouts à mettre en avant, il faut les mettre en avant. Lorsqu'il y a des difficultés à signaler, il faut les signaler. Et franchement, je suis heureuse là de mon quinquennat et de ce que j'ai pu faire, même si je n'ai pas tout fait, même s'il y a encore des choses à faire. Et c'est la raison pour laquelle je candidate pour un second mandat. Mais ce qui est certain, c'est que le territoire est bel et bien reconnu et identifié à Paris. On a quand même eu, par exemple, la visite d'une dizaine de ministres qui sont venus nous voir, dont la plupart sont restés au gouvernement pour celui-ci. Il vous reste 30 secondes maximum pour vous adresser directement aux téléspectateurs, dont un grand nombre sont des électeurs. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Alors, je voudrais d'abord les remercier de m'avoir fait confiance pour le premier quinquennat. Je sollicite leur confiance pour le prochain. Je pense que je serai d'autant plus efficace que je connais désormais les rouages et de Paris et de tout ce qui est institutionnel. Et puis, je voudrais dire que dans ce quinquennat-là, je continuerai à travailler avec les élus locaux, avec le territoire, ce que j'ai fait avec beaucoup de plaisir pendant 5 ans et que je compte faire encore là de manière encore plus approfondie, encore plus développée, parce qu'on parle beaucoup de la spécificité du territoire. C'est important et c'est ça que je veux dire. C'est vraiment porter haut les couleurs de la 5e circonscription de la Moselle. Et bien, verdict dans quelques jours, puisque c'est déjà la fin du temps imparti. Et donc, rendez-vous dimanche 12 juin pour le premier tour des élections législatives.